Alors, quelques mots peut-être pour vous présenter Eric Reinhardt. Eric Reinhardt est né à Nancy. Il a fait des études de commerce avant de travailler dans l'édition des livres d'art notamment. Ouais. Voilà. En 91, il a commencé à écrire et publier. En 88, son premier roman, Demi-sommeil. 98. 98, pardon. Je ne suis pas si vieux. Pardon. 98. Le moral des ménages, en fait, est son second roman qui est paru en 2002, qu'il a fait connaître au public. Parmi ses autres romans, Le moral des ménages abordait, vous le verrez ce soir, la question de la classe moyenne, ses illusions, ses désenchantements. Il a mis en scène ensuite des personnages que, quelque part, la réussite maltraite, avec ses deux derniers livres, Cendrillon et Le système Victoria. Le système Victoria qui évoquait la mondialisation, le monde de la finance, comme le trader Jérôme Kerviel dans Cendrillon, le capitalisme décomplexé, le monde du travail, par exemple, dans le système Victoria qui abordait ces questions-là. Il a collaboré aussi avec les arts de la scène. À la demande de la Comédie Française en 2009, il a écrit Leverage de 4. Il a collaboré avec le chorégraphe Angelin Préjlocage, le plasticien Sarkis, Christian de Pourcenpac aussi, le créateur de chaussures Christian Louboutin. Vous avez achevé l'écriture d'un long métrage Gladys pour Pascal Rambert, le scénario. Il y a une première pièce de théâtre, Elisabeth ou l'équité, qui a été créée au Théâtre du Rond-Point la saison dernière, Ouais. c'est ça? Par Frédéric Fisbach. Par Frédéric Fisbach, voilà. Anne Consigny dans le rôle titre. Dans le rôle titre. Et il y a une collaboration qui a été faite aussi cette saison avec la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot. Une lecture dansée à quatre mains. Oui. Qui a été jouée à la Maison de la Poésie à Paris. Voilà, donc L'amour et les forêts est son dernier roman, qui raconte l'histoire de Bénédicte Ombredane, qui vit des jours douloureux aux côtés de son mari, qui est possessif et destructeur. Voilà pour la fable. Elle a une bref rencontre romanesque qu'elle s'accorde sans l'assumer totalement et qui la plonge dans une situation de mariage irrespirable. Elle se confie à l'écrivain et personnage de fiction Eric Reinhardt dans L'amour et les forêts, qu'elle rencontre dans son propre roman. Vous la perdez de vue. Et elle s'enfonce. N'allez pas trop loin dans le... Voilà. Vous la perdez de vue. Alors, c'est un roman que j'ai fini il y a quelques semaines, qui m'a énormément marqué par, je dirais, sa qualité d'approche, pour employer une image cinématographique, je dirais presque de cadrage des personnages. J'avais vraiment l'impression, un peu comme dans les films d'Alain Cavalier, d'être au plus près des personnages, dans une distance qui ne m'était pas donnée à voir d'habitude. Je reprends quelques termes aussi de lecteurs glanés ici et là sur un récit envoûtant, un équilibre général impeccablement maîtrisé, une qualité d'écriture prodigieuse, aucune métaphore ne se faut. Voilà. Je crois qu'il y a, en tout cas, on ne tarit pas d'éloges sur votre dernier roman. La question que j'avais, je voulais vous poser peut-être en premier lieu, c'était vous êtes parti d'une matière qui était documentaire,
avec un témoignage. Quelle est la part de cette fiction pour avoir ce point de vue, puisqu'on a l'impression, après la lecture du roman, d'avoir lu un témoignage véritable, en fait. En fait, ça s'est fait en 2 temps. J'ai en effet... ça va le son là Ouais, c'est parfait. Si je me mets comme ça, c'est moins bien. Ça va aussi. Bon, très bien. Comme ça, je peux bouger. À l'apparition de Cendrillon, mon roman Cendrillon en 2007, j'ai reçu un certain nombre de lettres de lecteurs et de lectrices, dont une lettre que j'ai trouvée très belle, très bien écrite, sublime, très profonde, et qui parlait de mon roman Cendrillon d'une très belle manière. Donc c'est la lettre qui est reproduite dans le premier chapitre de mon livre. Cette lectrice me demandait si l'on pouvait se rencontrer. Et j'ai dit oui, parce que cette lettre était vraiment très émouvante et très intéressante, très riche. Et nous nous sommes vus 2 fois, tel que raconté dans le premier chapitre du livre. Et à la seconde rencontre, elle m'a fait des confidences et elle m'a décrit sa vie, une vie très douloureuse de femme, voilà, en situation de harcèlement conjugal, s'asphyxiant dans sa vie quotidienne. Et j'ai été véritablement très touché et violenté par ce témoignage. Et j'ai su tout de suite qu'un jour, j'écrirai voilà, sur cette douleur-là, des femmes entravées, empêchées, qui ne parviennent pas à s'accomplir dans leur existence, en dépit de qualités nombreuses qu'elles peuvent avoir. Cette femme était très sensible, intelligente, cultivée, agrégée de lettres, voilà. Et néanmoins, elle était absolument incapable, voilà, d'être heureuse, de se réaliser, et puis de s'enfuir, en fait. Et c'était ça aussi qui retenait toute mon attention, parce que j'avais du mal à concevoir, à accepter, presque à comprendre, mais voilà, quand on réfléchit 5 minutes, on peut éventuellement comprendre ou avancer des éléments d'explication, qu'une femme comme ça, séduisante en plus, pas vraiment jolie, pas une bombe, c'est pas Scarlett Johansson, mais voilà, n'arrive pas à être heureuse et ne puisse pas voilà, trouver dans sa vie des motifs comme ça de joie, de gaieté, de légèreté, d'espoir. Et vraiment, j'en ai éprouvé une vive révolte, comme une colère, comme ça. Et mon écriture part toujours, souvent en tout cas, de la colère, de sentiments comme ça de révolte. C'est comme ça que j'avais écrit Cendrillon, d'ailleurs, par rapport à la mainmise du capitalisme financier sur nos vies et nos sociétés dites civilisées. Et là, c'était un peu la même chose. Je trouvais ça terriblement injuste que l'emprise d'un homme sur une femme comme ça puisse avoir ses conséquences. Mais néanmoins, je n'avais pas le livre encore. C'est-à-dire que c'était juste comme ça une idée, un désir qui scintillait en moi. Et souvent, ça part de ça, d'une sensation. J'avais l'impression de comprendre de l'intérieur véritablement cette femme. J'arrivais vraiment à me mettre à sa place. Et sans doute que, cette douleur éprouvée au récit de cette vie dévastée faisait écho en moi à la peur que j'ai toujours eue de rater ma vie, et que j'ai encore d'ailleurs, de faire les mauvais choix, de se tromper, de se retrouver dans des impasses, comme écrivain, de m'assécher, qu'il n'y ait plus rien, que je n'arrive pas à écrire, que ce livre-ci soit mon dernier livre, ou pire encore, l'hypothèse que mon meilleur livre ait déjà été écrit, que ce soit celui-ci ou Cendrillon, j'en sais rien, mais voilà, et ça, c'est des choses qui sont terrifiantes et dont j'ai très peur. Et ça, depuis l'adolescence, en fait. Depuis l'adolescence, j'ai toujours été hanté par la peur de me trouver piégé par le réel, de me retrouver dans une vie qui n'est pas la mienne,
Et je sais très bien qu'une succession comme ça de mauvais choix, même presque par inadvertance comme ça, et des choix qui ont l'air comme ça a priori non significatifs, enfin sans implication, la succession comme ça de ces choix peuvent, un peu comme le courant qui vous entraîne loin du rivage, vous conduire dans des vies où un beau matin vous vous dites mais c'est pas ça ma vie, qu'est-ce que c'est que ça, voilà. Or c'est un peu ce qui est arrivé à Bénédicte Ombredan, à la femme que j'ai rencontrée ce jour-là au Nemours. Et puis, cette autre femme que j'ai rencontrée quelques années plus tard, après avoir écrit le système Victoria, parce que comme je l'ai esquissé tout à l'heure, c'était juste un désir d'écriture autour de ça, mais je n'avais pas le livre. Et moi, j'ai véritablement besoin qu'une forme s'impose à moi pour pouvoir écrire. J'ai véritablement besoin que le livre advienne en moi, comme ça, fortement, puissamment, à travers sa forme. C'est-à-dire son principe narratif, le personnage qui parle, et de quelle façon et comment tout ça s'orchestre. Alors que beaucoup d'écrivains, il leur suffit d'avoir juste l'étincelle initiale, et puis ils se mettent à écrire, ça suffit pour déclencher l'écriture, et c'est l'écriture comme ça qui va leur apprendre quel était ce livre contenu dans le désir initial. Et celui-ci va se révéler au fur et à mesure de l'écriture et prendre toute sa dimension. Or moi, je ne peux pas écrire comme ça, je ne peux pas partir dans l'inconnu, juste avec juste une sensation comme ça, une idée. Tous mes livres, je les ai écrits comme ça, avec... là, on n'a pas assez de temps pour que je rentre dans cette problématique, mais à partir d'une forme. J'ai vraiment besoin d'une forme. En d'autres termes, ceux qui ont lu le livre... l'idée qui m'est venue du livre au moment où elle est venue, c'était vraiment tel que vous l'avez lu, avec le premier chapitre au Nemours, puis on plonge dans une fiction qui est l'histoire de Bénédicte Ombredan, puis je reviens un peu plus tard pour une raison qu'il serait dommage de vous révéler là, pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Et puis l'intervention de la sœur, qui prend le relais dans la narration, puis le dernier chapitre comme un épilogue, tout ça est venu en une fulgurance dans un train. Donc, 4 ans après cette première rencontre avec cette femme harcelée, j'en ai rencontré une autre donc, dans un train qui m'a demandé si je serais d'accord pour raconter sa vie. Elle m'avait vu quelques jours plus tôt à la grande librairie et en me voyant parler de Victoria et des femmes, de manière qu'elle avait trouvé très sensible, elle s'était dit que j'étais celui qui devait témoigner de son expérience de femme harcelée. Elle en était sortie et il lui semblait qu'il fallait que des romanciers forgent des fictions à partir de l'expérience de ces femmes pour les aider à prendre conscience de la nécessité de parler, de partir, mais en tout cas de ne pas rester comme ça ensevelis dans leur foyer, en essayant de dissimuler le plus possible ce qui leur est arrivé. Et donc j'ai pris ces coordonnées à cette femme parce que la coïncidence était quand même assez hallucinante. Alors non seulement la coïncidence pour elle de me voir apparaître comme ça, comme par miracle, après m'avoir vu à la télévision et s'être dit c'est lui, l'écrivain, qui doit raconter ma vie. Ça c'est quand même assez fou. Mais ce qui était encore plus fou, presque, c'était que l'histoire qu'elle voulait que je raconte était précisément celle que moi j'avais envie de raconter. Elle m'a apporté ce qu'il me manquait pour que la forme de mon livre advienne, c'est-à-dire que cela s'emboîtait si parfaitement à ce que j'avais déjà recueilli en 2008 à cette terrasse du Nemours, plus 2 autres femmes avec qui j'avais correspondu, qui elles aussi étaient en situation de harcèlement conjugal. Voilà, cela s'emboîtait de telle façon que la forme de mon livre s'est imposée. Le personnage de fiction Bénédicte Ombredan a surgi comme ça. Et si bien qu'on peut dire que cette femme, Bénédicte Ombredan, est une reconstruction fictionnelle, c'est un personnage de fiction, à partir de différentes femmes que j'ai rencontrées et de différents témoignages que j'ai recueillis. L'histoire de Bénédicte Ombredan, qui est
voilà, dans mon roman, telle qu'on la voit la vivre, c'est-à-dire du chapitre 2 jusqu'à la fin du séjour à Sainte-Blandine, pour ceux qui ont lu le livre, c'est-à-dire c'est une grosse partie du livre. Tout ça, c'est vraiment ce que m'a raconté la femme du train. Je l'ai scrupuleusement suivie et respectée, donc je suis allé la voir chez elle, je l'ai interviewée, je l'ai enregistrée. Et mon idée, c'était de raconter de nouveau son histoire, mais et là je vais rejoindre Alain Cavalier, mais en apportant une petite nuance, mais vraiment en la vivant de l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai suivi comme un canevas narratif. Elle m'a vraiment fourni une armature narrative que j'ai vraiment scrupuleusement suivie, mais avec le désir de rendre extrêmement sensible ce que ce personnage vivait. Parce que bien évidemment, ce n'était pas une grande lettrée, la femme qui m'a parlé dans le train, et donc elle me racontait, alors certes avec énormément d'émotions, ce qu'elle avait vécu, en essayant de me faire comprendre pourquoi elle l'avait fait, mais encore pas trop, elle était vraiment très factuelle. Donc c'était vraiment un récit très factuel. Et moi, je me suis approprié cette histoire et je l'ai racontée comme si je l'avais vécue et que je m'en souvenais, comme on fait toujours lorsqu'on raconte quelque chose, nous les écrivains, qui nous est arrivé pour de vrai. On essaie de le revivre de l'intérieur et de le rendre par l'écriture. Et là, je l'ai fait, alors que c'est une femme, mais je le fais exactement de la même façon que si le narrateur avait été masculin. Simplement, à l'instinct, j'ai fait sortir de moi peut-être la part la plus féminine de ma personnalité, encore qu'il y a des moments du livre où Bénédicte Lombredane peut aussi s'avérer plus masculine. Bon, voilà. Et pour moi, c'était vraiment ça, c'était de descendre le plus au fond possible de la vie intérieure de cette femme. C'était vraiment de faire le portrait d'une femme. Le portrait d'une femme en allant le plus loin possible dans son intimité et dans ses sensations et dans son ressenti. C'est-à-dire sans recul presque, sans faire d'analyse psychologique, être à sa place. Et pour ce faire, parce que j'aurais pu, dans un second temps, interroger ma lectrice du train. Enfin, c'est pas une lectrice, puisque la spectatrice, entre-temps, elle a lu mes livres. Mais j'aurais pu essayer de savoir qui elle était, quelle était sa sensibilité, sa personnalité, tout ça. Or, pas du tout. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de raconter cette histoire comme si c'était moi, en fait. Et je me suis entièrement projeté dans cette femme et je me suis senti autorisé à le faire par rapport à l'économie narrative du livre et tout ça, parce que précisément le personnage de fiction, Bénédicte Lombredane, est venu me voir parce qu'elle s'était reconnue dans un autoportrait que j'avais écrit et qui s'appelait Cendrillon. Et dans Cendrillon, je disais très précisément qui j'étais, quel type de rapport au réel j'avais, et cette lectrice éprouvait le désir de me rencontrer pour me dire « je suis exactement comme vous ». Du coup, c'était intéressant pour moi, presque conceptuellement, comme ça, dans le roman, d'inverser le processus et mettant en scène cette lectrice, de le faire avec exactement la même sensibilité, avec ma sensibilité, mon univers, mes références culturelles, mon rapport au réel, mes obsessions. Donc voilà, ceux qui me connaissent, l'automne, Mallarmé, Villiers-l'Isle-Adam, l'obsession du sensible, du moment présent, des épiphanies, la fulgurance, l'idéalisme, le rêve, etc., etc. Donc j'ai pris tout ça pour nourrir le personnage de Bénédicte Lombredane, d'où sans doute, et je suis heureux du compliment que vous me faites, ce sentiment d'être vraiment constamment au plus près de ce que vit cette femme, parce que je voulais vraiment être au plus près de ce qu'elle vit, sans prendre de recul, sans analyse psychologique, c'est-à-dire on n'explique jamais
Pourquoi elle fait ceci? Dans la mesure où tout est vu à travers son regard est vécu à travers son corps. Encore une fois, du chapitre 2 à la fin de Sainte-Blandine. Et la raison pour laquelle aussi je souhaitais me mettre en scène, moi, dans le premier chapitre du livre, ce n'est pas par narcissisme, contrairement à ce qu'ont pu prétendre certains journalistes, rares au demeurant. Parce que vraiment, j'ai tout fait pour que ça ne paraisse pas narcissique, parce que je pressentais le danger qu'il pouvait y avoir à se mettre en scène dès le premier chapitre de mon roman, avec comme ça un régime narratif qui pouvait s'apparenter à celui de l'autofiction. Mais pour moi, c'était très important de présenter mon héroïne, Bénédicte Ombredane. C'est vraiment le concept du livre et son dispositif narratif, de la montrer au lecteur de L'amour et les forêts, de l'extérieur, exactement dans les mêmes conditions que celles où elle m'est apparue à moi, et qu'on la voit vraiment de l'extérieur, voilà, comme un être social, prof de français à Metz, 36 ans, mariée, mère de 2 enfants, timide, on voit comment elle est habillée, très menue comme ça, et de la voir, voilà, comme je peux vous voir là, sans trop savoir ce qu'il y a dans vos têtes. Et puis si vous vous mettez à parler, j'en saurai un peu plus. Et puis si vraiment vous me faites des confidences, j'en saurai encore un peu plus. Mais peut-être pas suffisamment pour que je sois capable d'en faire un roman. Et donc ce qui m'intéressait, c'était de montrer ce mouvement du réel vers la fiction, du modèle vers le personnage de fiction et l'héroïne romanesque. Et que vraiment le premier chapitre soit comme voilà, le livre qui prend son essor, voilà, comme un animal sur ses 2 pattes arrière et qui bondit vers la fiction. Et donc, le lecteur de L'amour et les forêts voit une femme qui s'appelle Bénédicte Ombredane de l'extérieur, dans un premier chapitre qui s'apparente à de l'autofiction, où on la voit comme un personnage réel rencontrant un écrivain réel, puisque j'apparais sous mon propre nom. Et puis on tourne la page et dès le second chapitre, on plonge vraiment dans une fiction qui serait presque une fiction classique, balsacienne, un soir de mars 2006 où elle était rentrée tard en raison d'une réunion, etc. D'une certaine façon, on peut dire que le roman aurait pu commencer par le chapitre 2, et il pourrait commencer par le chapitre 2, mais dans ce cas-là, on aurait été de plein pied immédiatement dans une fiction, avec un personnage donné d'emblée comme un personnage de roman, alors que le premier chapitre, tel qu'il est écrit là, maintient, j'espère, en permanence à l'esprit du spectateur que cette femme existe, qu'elle est réelle, que je l'ai rencontrée, et que c'est parce qu'elle m'a parlé beaucoup, avec beaucoup d'intensité, d'émotion, de sincérité, que je suis capable, moi, parce que je veux lui rendre justice, parce que je suis révolté par ce qui lui est arrivé, c'est parce que voilà, je veux raconter son histoire. Et c'est cette histoire-là qu'on découvre dès le chapitre 2, avec, bien évidemment, comment dire, le doute qui peut germer dans l'esprit du lecteur en permanence, et ça c'est intéressant aussi, de savoir si véritablement il lui est arrivé tout ce que je décris, parce que comment se mettre à ce point à la place d'une personne. Donc sans doute que j'ai comblé des lacunes du récit qui m'a été fait par cette femme avec mon propre imaginaire, ma propre sensibilité. J'ai dû colmater des brèches ou nourrir des épisodes qui n'étaient pas suffisamment explicites dans son témoignage et son récit. Et donc c'est aussi en cela que c'est également une réflexion sur le roman. C'est-à-dire qu'on voit quasiment le roman se faire. On voit le désir de fiction naître dans l'esprit de l'écrivain dans le premier chapitre, parce que tout de suite on sent bien que cette femme, bien évidemment, elle m'émeut, elle me touche, mais l'émotion chez l'écrivain n'est jamais sans arrière-pensée. L'écrivain peut faire aussi fructifier une émotion qu'il éprouve très sincèrement, mais avec tout de suite l'idée qu'il peut en faire un livre. Et donc il y a cette chose qui apparaît dans le premier chapitre. Et puis, dès le second, on voit la fiction à l'œuvre, en supposant que
cette femme a fait suffisamment de confidences pour que je sois capable d'être aussi précis, mais aussi, voilà, certainement avec le talent de l'écrivain qui apporte aussi beaucoup de choses pour rendre son personnage plus fort, plus beau et être dans la vérité de sa situation. Et c'est vrai que mon projet, c'est vraiment d'habiter le plus possible ce personnage pour être le plus possible dans sa vérité. Est-ce que aujourd'hui, le mouvement du roman qui part de soi justement pour rentrer à l'autre, à la lecture du roman, il y a une qualité de lyrisme qui est devenue rare aujourd'hui. Est-ce que être lyrique aujourd'hui, à l'époque où on est peut-être sous la domination des petites histoires, de l'actualité, une sorte d'obscénité qui parfois peut éclipser une rentrée littéraire. Est-ce que être créateur de son propre lyrisme est quelque chose d'important? En tout cas, moi, j'avais envie de créer un personnage, en tout cas de mettre en scène un personnage qui aspirait à la plus grande beauté. Alors peut-être ça peut paraître désuet et démodé, mais c'est quelqu'un qui aspire à la plus grande beauté. Alors qui aspire d'autant plus à la beauté que sa vie est assez misérable et dure et elle est sans cesse maintenue dans le plus grand prosaïsme, la plus grande laideur, mesquinerie, médiocrité par son mari et son entourage familial immédiat. Mais dès qu'elle parvient à s'échapper et à accéder à des états comme ça supérieurs de contemplation ou d'incandescence, eh bien, moi, je souhaitais, dans la mesure où elle le vit, c'est-à-dire qu'il fallait que je puisse traduire par l'écriture les effusions qui naissaient en elle et ces moments où on a des hoquets d'euphorie qui montent. À un moment, elle parle de hoquets d'euphorie qui montent dans sa gorge. Et on connaît tous par moments ces instants d'incandescence, de grand bonheur comme ça, qui ne dure jamais bien longtemps, souvent malheureusement. Et ça, je souhaitais que ce soit traduit par l'écriture, ces grands comme ça mouvements de plénitude qu'elle peut connaître. Eh bien voilà. Dans la mesure où j'étais en elle et il fallait que l'écriture traduise ça, ces moments où elle parvient à se transcender elle-même, voilà, et à se sentir en osmose avec le monde sensible. Il y a ce passage éclatante, voilà, et elle-même dans une forme de lyrisme, dans une forme d'humeur lyrique, traversée par une humeur lyrique, et donc ça sortait comme ça. Il y a même des pages de son journal comme ça qui sont produites par le texte, puisque je dis à un moment qu'elle m'envoie 40 pages de son journal écrite à Sainte-Blandine. Donc là, à ce moment-là, le lecteur suppose que dans ce flux du texte viennent prendre place comme ça, sans couture, presque dans le mouvement du livre, les 40 pages qu'elle m'a envoyées, et dont vous ne saurez pas si j'ai complètement inventé cette histoire des 40 pages ou pas. Mais il y a une très grande j'aimerais bien que vous pensiez que j'ai emprunté là à Bénédicte Ombredane quelques-unes des pages de son journal. Il y a une très très grande attention aussi au dispositif de narration. Il y a un tour de passe-passe absolument remarquable avec une ellipse magistrale à l'intérieur du roman qui correspond au moment où l'héroïne tombe dans le coma. Il y a une autre ellipse plus loin, oui. D'accord, celle-là. Et donc ça m'a fait beaucoup penser à la question de la mise en scène, du dispositif, avec quelque chose qui est aussi très contemporain dans la capacité oui. À manier la fiction. La question du dispositif était pour moi essentielle et je souhaitais un dispositif qui soit
extrêmement contemporain, très, très moderne, très simple. Mais c'est vrai que je me nourris énormément d'art plastique, d'art contemporain, de théâtre, de danse. Je dois énormément à des artistes comme je sais pas, Romeo Castellucci, Pascal Rambert, Martha Lair. Voilà, et c'est vrai que je me nourris de ça en permanence. Et dans le fond, je rêvais d'une forme qui soit aussi comme ça, très presque expérimentale, très, très significative, c'est-à-dire qu'il produise vraiment, que la forme de mon roman produise du sens, voilà, et produise des sensations, et que le passage d'un chapitre à un autre, les contrastes et les ruptures entre les différents chapitres soient aussi importants que le reste, que les phrases, que l'histoire. Je dis toujours que j'ai écrit un livre en panneaux, et donc c'est vraiment un livre en 9 panneaux, sans charnière, sans articulation, c'est-à-dire avec quelque chose de très net et des cassures très fortes entre chaque panneau, afin de se faire comme ça contraster des climats, des tessitures, des profondeurs de champ, des régimes narratifs. Donc on passe de l'autofiction à une pure fiction romanesque, et puis après on revient à l'autofiction. Entre-temps, il y a eu cette nouvelle de Villers-Lille-Adam qui prend place comme ça dans son intégralité, donc comme dans un geste comme ça très assumé, presque postmoderne, enfin voilà, où Bénédicte Zombredane avale 12 grains de Xanax, tombe dans un léger coma, enfin un très profond sommeil. Et donc ça c'est la fin du chapitre, et on tourne la page, et là on se retrouve à l'opéra. On pressent que c'est à la fin du 19e siècle. D'ailleurs, un peu plus loin, le narrateur descend un grand escalier de marbre et se retrouve au pied de l'opéra comique, et il y a des chevaux, des calèches et tout ça. Donc voilà, on est clairement dans le 19e siècle. Donc c'est vrai que là, il y a quelque chose de surprenant pour le lecteur de se retrouver en plein 19e, fantastique, au milieu de mon roman. Et donc c'est une nouvelle de Villers-Lille-Adam en intégralité. J'ai juste fait 2 petites coupes parce que c'était trop long. Et puis, il y a en 2 endroits du texte le prénom, le nom Bénédicte Zombredane qui vient se substituer à l'inconnu, qui est donc le personnage féminin principal de ce texte. Et puis, au terme de cette nouvelle, on tourne la page, et là, chapitre suivant, on se retrouve à l'hôpital public de Metz, où Bénédicte Zombredane se réveille de son coma. Donc, on suppose que tout ça s'est passé dans sa tête. Quelques pages plus loin, on a l'indice. Certains ne le voient pas, parce qu'il est vraiment fondu dans le... mais ceux qui veulent le voir, le voient. Un indice permettant de comprendre que ce qu'on a lu dans le chapitre précédent est une nouvelle de Villers-Lille-Adam, Bénédicte Zombredane ayant fait son mémoire de maîtrise sur l'œuvre de Villers-Lille-Adam. Et donc, pour moi, plein de raisons pour lesquelles j'ai fait ça, mais l'intérêt principal, c'était vraiment de nourrir la connaissance que vous, lecteurs, vous pouviez avoir du personnage de Bénédicte Zombredane, parce que rien ne parle mieux d'elle, de ses attentes, de son rapport au réel, au rêve, à l'idéalisme, à l'amour, à ses espoirs déçus, que ce texte de Villers-Lille-Adam. J'aurais pu écrire des pages et des pages d'analyse psychologique pour essayer de décrire de l'intérieur comment fonctionne ce personnage. Je ne serais pas arrivé à être aussi lumineux et aussi profond qu'à travers ce texte de Villiers, qui parle bien mieux de ce qu'est Bénédicte Zombredane fondamentalement et au plus profond d'elle-même que n'importe quoi d'autre que j'aurais pu dire. Sans compter que ce texte a eu une importance absolument considérable pour moi quand j'avais 18 ans. Et quand je me rêvais écrivain, je me promenais toujours avec les contes cruels, et c'était vraiment pour moi mon grand écrivain, mon maître, mon Dieu. Et donc, aujourd'hui que je me suis plus ou moins accompli dans ce rêve que j'avais adolescent d'être écrivain, il y a une dimension autobiographique très très forte là, pour moi, une forme de vraie jouissance, de plaisir secret comme ça, et très fort. Après de 50 ans, d'avoir dans l'un de mes livres un morceau de l'œuvre de ce grand écrivain.
Et donc un morceau aussi de ma jeunesse, en fait, et de faire ressurgir comme ça au cœur d'un de mes romans, presque par fétichisme, comme ça, un morceau de Villiers-le-Blas, comme je ne sais pas, on peut ramasser un caillou dans un endroit qui vous est cher et l'emmener avec soi. Là, voilà, il y a comme une sorte de vestige de mon imaginaire, voilà, du patrimoine littéraire qui est dans mon livre. Et qui en plus est tellement sublime. Alors là, Villiers-le-Blas est un grand génie. Ce texte est une pure merveille. Il est beaucoup plus fort que moi. Et je suis assez heureux de faire rayonner le sublime d'un autre au cœur de mon roman. Et donc, en effet, les différents panneaux de ce livre voilà, apportent comme ça des manières, des styles et des manières qui sont très différentes les unes des autres. Par exemple, le long chapitre avec le monologue de Marie-Claire, la sœur de Bénédicte Bourdane, est aussi écrit de manière très différente du reste du livre. Oui. Le temps avance, je propose qu'on échange un petit peu avec vous sur des questions, des remarques. Ceux qui ont lu le livre, vous avez certainement des questions. Oui, alors la première va mieux, ça s'est arrangé avec son mari, voilà. Cela étant, la femme de la lettre n'est absolument pas... la femme qui m'a écrit cette lettre n'a pas vécu ce que Bénédicte Bourdane vit dans ce roman. Donc ça, j'ai pris sa lettre, et puis cette rencontre, et puis après, j'ai vraiment emprunté l'histoire de l'autre femme, celle du train, qui s'en est sortie, elle, puisqu'elle a quitté son mari. C'était très fort. Cette femme du train et moi, on est rentrés dans la vie l'un de l'autre à jamais. C'est une rencontre très très forte, très très belle. Voilà. On s'envoie des messages régulièrement. La lecture a été l'a secouée. Elle a été très douloureuse, très violente. C'est ce qu'elle voulait. Pas que ce soit violent, mais enfin, elle voulait cette expérience, elle voulait ce livre, elle l'a eu, au-delà de ses espérances même, puisque si réellement elle s'est dit devant sa télé, ce qu'elle m'affirme, qu'elle s'est dit, ce garçon doit écrire ma vie, alors ses rêves sont réalisés, parce que non seulement on s'est vu, non seulement je lui ai dit oui, j'ai pris son numéro, je suis allé la voir, alors qu'en général on ne va jamais voir les gens dont on prend les numéros, et puis l'ayant interviewé et lui disant je fais un livre, j'aurais pu ne pas le faire ou changer d'avis, je le fais. Et le livre est publié chez Gallimard, et c'est un des livres de la rentrée littéraire. Enfin, pour elle, c'est une histoire... voilà. Donc de ce point de vue-là, elle est voilà, très heureuse. Mais c'est vrai qu'elle a du mal à lire le livre et à se détacher du personnage de Bénédicte Bourdane. Elle me dit, je suis désolé Eric, j'aurais tellement aimé vous dire que j'adorais ce livre, qu'il était beau. Je sais qu'il est beau, je sais qu'il est très réussi, mais pour moi c'est difficile. J'ai du mal à le lire, je vais le relire, mais plus tard, etc. Voilà. Mais elle est de tout cœur avec moi et elle se réjouit du succès du livre et elle espère que ce livre aidera des femmes à s'en sortir et à décider de réagir. C'était son désir. C'était pas le mien, mais là, nos intérêts convergeaient. C'est-à-dire que je pense que lorsqu'un écrivain s'assigne des objectifs comme ça, presque je sais pas, qu'un livre soit fonctionnel, avec une fonction précise, permettre à certaines personnes de s'émanciper, tout ça. En général, voilà, on n'est pas là pour faire de l'édification. Donc, c'est pas ce que j'ai voulu faire. J'ai bien compris que elle, c'était sa motivation principale. Moi, ma motivation principale, c'était d'exploiter la sienne pour permettre d'offrir à mes lecteurs une expérience esthétique forte et la plus forte possible. C'est ça que doit faire un artiste et un écrivain.
Et si au passage, en plus de vivre une expérience esthétique forte, un lecteur peut prendre la décision de changer de vie, tant mieux. Voilà. Donc on n'avait pas tout à fait, cette lectrice et moi, la même attente. Mais en tout cas, nous avions des intérêts bien compris, comme on dit, et on voulait aller dans le même sens et faire ça ensemble. Et je lui en suis vraiment éternellement, j'en serai éternellement reconnaissant, et je suis très très reconnaissant au destin de nous avoir placés l'un à côté de l'autre ce jour-là dans le train, parce que sans ça, ce livre n'existerait pas, parce que je pense j'aurais jamais pu, à partir de cette seule rencontre de 2007-2008 au Nemours, le premier chapitre, écrire ce livre. Une question ? Et merci Mathieu pour cette question. Oui. Elle m'a parlé de ma sensibilité. Voilà. C'est ça qu'il avait. C'est délicat de dire ça. C'est pas à moi de juger de l'effet que je produis sur les gens, mais voilà. Il lui semblait qu'il fallait un artiste très sensible pour raconter son histoire. Et il se trouve que je parlais de Victoria, parce que je venais de sortir un roman qui s'appelle Le système Victoria, et donc je parlais de Victoria, et ça lui a plu, la façon dont j'en parlais, et la façon dont je parlais de cette femme, de son corps, elle dans le monde d'aujourd'hui, avec sa sexualité, son désir, sa liberté, son désir de liberté, sa capacité de dominer les hommes et de manipuler le réel et tout ça. Donc voilà, elle s'est dit que ça l'a touchée, et sans doute qu'elle s'est dit qu'elle adorerait qu'un jour un écrivain à la télévision puisse parler de cette façon-là, non pas d'une femme de pouvoir, des RH monde d'une multinationale anglaise, puisque c'est Victoria, mais d'une femme comme elle l'avait été elle, une femme plus ordinaire, moins armée, et aux prises comme ça, voilà, difficultés plus quotidiennes, enfin voilà, dans sa vie de tous les jours. Oui. Non, j'ai pas souffert parce que j'étais vraiment dans la plénitude de l'écriture, donc je comprenais cette douleur, mais j'étais vraiment j'allais dire dans le bonheur de l'écriture. Mais il y a eu un bonheur d'écriture avec ce livre, et j'étais heureux de passer mes journées avec cette femme que j'aime profondément. Voilà. Donc je disais à mes amis qui me disaient ça va, tu écris bien, t'avances, et je leur disais bon, je ne sais pas ce que va être ce livre, si ce sera bon ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que j'adore mon personnage, cette femme, je l'adore. Voilà, je suis bien, voilà. Non, mais c'est vrai, à vivre avec elle. Et non, là où j'ai vraiment souffert, c'est très 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 violent, et j'ai éprouvé des sensations vraiment j'avais l'impression de me mettre en péril. Enfin, il y avait quelque chose dans l'écriture, et le soir après, quand j'allais dans mon appartement, je vibrais de l'intérieur comme ça, presque comme si j'étais en état de deuil, comme je sais pas, comme quand on côtoie la maladie d'un proche, et qu'on n'est pas encore dans la tristesse de la mort parce que la personne n'est pas morte, mais une espèce de douleur comme ça, très glaciale, comme ça, comme vous sentez la mort présente. Et moi, j'ai éprouvé cette sensation-là quand mon père était malade. Je l'ai retrouvée quand j'ai écrit les pages de Marie-Claire, à la fin du livre, le monologue. Ça, oui, c'était très dur. Parce que j'étais plus avec Bénédicte Mondane, j'étais dans la parole d'une autre, dont je suis moins proche, la sœur jumelle. Et là, vraiment, c'était dur. Mais en revanche, les autres, même au pire de ce que vivait Bénédicte Mondane, j'étais vraiment dans l'écriture et dans le souci d'être le plus juste
et le plus précis possible, pour être dans la vérité de ce que vivait cette femme. Et là, on échappe. Parce que dans le fond, lorsqu'on y parvient, on est aussi dans le bonheur de la création, parce que c'est aussi un bonheur, la création, et même quand on écrit des choses. C'est comme quand vous lisez un livre atroce de Thomas Bernard, ce qui in fine, vous emporte, c'est le bonheur inouï de lire un grand texte, indépendamment de l'atrocité de ce que vous lisez. Donc, voilà. Ben, oui, ça c'est sûr que la lecture et les arts et donc l'imaginaire, et oui, c'est lire des textes, voir des spectacles, et être voilà, dans le bonheur de j'allais dire la consommation artistique, mais non, c'est fondamental, oui. Et je pense que ça permet de mieux nous... C'est des clichés tout ça, mais ça permet de mieux nous comprendre, de nous rendre plus forts. Voilà. Donc oui, c'est... moi, je dépéris lorsque je... Vraiment, je dépéris au sens propre. Et je deviens très, très malheureux lorsque je ne peux pas lire ou voir un grand film. Quand il s'est passé trop de temps avant que... Je pense que je pourrais me passer plus facilement, par exemple, de voyage. Voilà, que de lecture ou d'émotions esthétiques et artistiques. Dans le fond, moi, quand je passe 15 jours dans ma maison à la campagne l'hiver et qu'il pleut dehors et qu'il y a le feu de cheminée et que je passe mes journées à lire, à écouter de la musique et à regarder des films, dans le fond, ça suffit à mon bonheur. In fine, ça suffit à mon bonheur. Et voilà, et c'est ce qu'il y a de plus... fort et de plus beau qu'on puisse vivre dans la vie. Alors voilà. Oui, je vous en prie. Oui. Et d'autant plus que cette femme, Bénédicte Rodin, est quelqu'un qui est très mal armé dans le réel et pour affronter les difficultés, les autres, les obstacles, l'adversité, les conflits. C'est quelqu'un qui ne sait pas... qui ne sait pas se battre et qui donc ne sait pas imposer aux autres sa loi ou ses exigences, et qui, dès qu'une difficulté surgit, se recroqueville en elle-même, et qui, depuis son plus jeune âge, enrichit, nourrit, approfondit sa vie intérieure. Voilà, par la contemplation, par l'importance qu'elle peut accorder aux sensations qu'elle éprouve, et puis par la lecture et la fréquentation des grands textes. Donc, il y a plein de gens comme ça. C'est ce qui peut expliquer aussi qu'elle reste dans cette situation, puisque monsieur disait qu'on se demande sans cesse pourquoi elle ne part pas. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles elle ne part pas, c'est qu'elle ne se sent pas prête à affronter l'atrocité absolue des obstacles qui se dresseraient devant elle si elle annonçait à son mari qu'elle avait décidé de partir, puisqu'elle sait au plus profond d'elle-même que son mari ne la laissera jamais partir. C'est quelque chose qu'elle sait. Il y a des couples qui explosent parce que voilà, l'une des deux personnes tombe amoureuse ou ne supporte plus l'autre, mais tout en sachant que ce sera difficile, compliqué, que la personne souffrira, mais que ça finira par s'arranger et que la rupture, la séparation est possible, avec beaucoup de douleur, de pleurs, de colère, mais qu'elle est possible. Là, elle sait que c'est impossible, que son mari ira jusqu'au bout. Soit il détournera les enfants, il les mettra de son côté, et elle devra rompre et partir très loin. Soit il envisagera le pire, comme il le dit à un moment, en mettant fin à ses jours et en tuant ses enfants et en tuant tout le monde. Enfin, ce genre de... Et donc, on peut dire que c'est du chantage, mais on peut aussi entrevoir dans ces menaces
la perspective d'une épreuve très 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 longue et insoutenable et infranchissable. Et donc quelqu'un comme Bénédicte Zombrowdan préfère même pas y aller. Donc envisage toujours, espère que les choses s'amélioreront, que son mari changera. Et voilà, et pour supporter ça, se réfugie dans son monde intérieur. Quelque chose comme ça. Oui, ça c'était dans... Si, alors ça, la femme du train, ça, oui, elle rentre un soir et son mari écoute la radio, enfin, est dans son lit, pleure, et il pleure parce qu'il vient d'écouter une émission à la radio qui lui a révélé que ce que sa femme lui disait depuis des années était vrai, à savoir qu'elle ne se comportait pas bien avec elle et que son comportement était inacceptable et que ça s'appelait du harcèlement. Alors à l'époque, on n'utilisait pas le terme de pervers narcissique, que je n'ai pas du tout envie d'utiliser, d'ailleurs il n'apparaît pas dans le livre et je le prononce ce soir pour la première fois. Et c'est arrivé après. Et donc il découvre, en écoutant une émission à la radio consacrée au harcèlement conjugal, qu'il est un pervers, qu'il est un harceleur certifié, comme il le dit dans le livre. Mais c'est pas qu'il l'admet, c'est que ça lui pète à la gueule, il le découvre, c'est indubitable. Et là, en fait, par narcissisme, c'est une crise narcissique, hein, c'est pas que tout d'un coup il découvre tout le mal qu'il a fait à sa femme et qu'il va changer. Non, il découvre qu'il est un monstre, puisqu'il vient d'entendre à la télévision, à la radio pendant 1 heure, qu'en fait, ces hommes sont des malades, qu'il faut les soigner. Que les femmes ont raison de s'en plaindre, qu'il faut les fuir absolument, qu'en général ils ne guérissent pas, etc. Donc lui, il s'entrevoit là, à ce moment-là, pour la première fois, comme un homme malade, comme une forme de monstre domestique, quoi, gangréné de l'intérieur par je ne sais pas quoi. Et donc il s'apitoie sur son sort, et puis il a peur aussi que sa femme, si ça venait à s'ébruiter, que c'était pas simplement elle qui vivait ça avec cet homme-là, mais que c'était quelque chose d'assez communément répandu et qu'on pouvait très bien aller raconter ça à un médecin et qu'il le fallait même et que le médecin pouvait convaincre la femme de réagir et de partir. C'est de tout ça dont il a peur. Et donc c'est vraiment une réaction de pur narcissisme qui vient encore confirmer que... Parce que sinon, il aurait été très heureux, d'une certaine façon. Il leur dit Bénédicte, j'ai appris un truc ce soir, je me suis toujours mal comporté avec toi, mais là, merveille, chose extraordinaire, j'ai découvert ça ce soir par la grâce d'une émission à la radio, donc je vais changer, je vais te rendre heureuse. Je t'emmène au restaurant, viens. Or, c'est pas ça qu'il fait. Il pleure lamentablement dans son lit, et c'est ce qui. Voilà. Donc, l'accès de colère et de révolte quand retire sa femme, la pousse à descendre dans son bureau et à se brancher sur Internet, parce que là, en fait, il lui a été confirmé ce soir-là qu'en fait, toutes ces souffrances depuis toutes ces années n'ont pas été un fantasme, elles ont été réelles, et son mari l'admettait, et qu'elle veut s'en venger là, et rattraper le temps perdu, et vivre. Et donc elle va sur Internet pour rencontrer un homme, et elle rencontre... Christian, comme ça, par hasard. Ça, vraiment, ça m'a été raconté par la femme du train. Alors, je me suis procuré l'enregistrement, j'ai appelé Lina, je me suis procuré l'enregistrement de l'émission du téléphone sonne, que j'ai écouté, et donc j'ai inventé, après, les plaintes du mari dans le lit, ces plaintes reposant sur ce que j'avais entendu, moi, sur ce CD que j'ai reçu. Donc la femme du train n'a pas été aussi précise. Elle m'a décrit son mari en pleurs parce qu'il avait découvert qu'il était un harceleur, etc. Après, moi, j'ai redonné vie à tout ça par la fiction. Quoi ?
Je crois qu'on va s'arrêter parce que malheureusement, sinon, après. Mais ce que je vous propose, c'est de garder un petit temps, puisqu'Éric a gentiment accepté de dédicacer certains livres, Oui, vous pouvez venir me voir à là. la fois maintenant, à la table. Voilà, je voulais remercier nos. Et après le spectacle aussi. Et voilà, et après le spectacle restent. aussi, ceux qui restent, mais ça se déroulera en bas. Voilà, donc merci, Et merci Eric d'être venu Reinhardt. et d'avoir été aussi attentif.